Bonjour à tous. Alors nous avons attendu les 10 minutes limousine. Je vous remercie d'être venus pour cette dernière conférence de notre cycle de conférences de l'Université de Limoges. Donc moi je suis Clara Lefort, je suis là comme vice-présidente déléguée en charge des questions notamment de diffusion scientifique. Et donc dans ce cadre, avec l'aide de Diane Dayan ici présente et que je remercie, nous avons remis en place ce cycle de conférences qui s'était arrêté malheureusement pendant la période de la pandémie. Et donc je suis très très contente d'accueillir des représentants du CDES, donc Jean-François Brocard. Vous êtes notre orateur de ce soir aux côtés de Maxence Franceschi. Donc Jean-François, vous êtes maître de conférence en sciences économiques à l'Université de Limoges. Vous faites votre recherche au Centre de droit et d'économie du sport, principalement sur l'analyse du marché du travail des sportifs professionnels et la régulation du sport professionnel. C'est très compliqué pour moi. Moi, je suis dans l'optique. C'est pas le même domaine. Hein. Donc le centre de droit et d'économie du sport, donc le CDES, initialement c'était un laboratoire qui avait été créé pour impulser une dynamique à des fins d'expertise et d'éducation spécialisée dans le mouvement sportif, dans les mouvements sportifs. Et maintenant, donc c'est une équipe thématique donc de l'OMIGE, ce qui est un laboratoire de l'Université de Limoges, donc rattaché à la fac de droit et de sciences économiques. Et donc ce soir, vous allez nous parler de sport et économie. Faites vos jeux, mais juste avant, je vais également dire un mot sur Maxence. Donc vous êtes étudiant en thèse, donc vous êtes doctorant. Vous êtes sous la direction de Monsieur Brocard, ainsi que Monsieur Jean-Jacques Gouguet. Et surtout, vous êtes financé par France Mercato. Voilà, c'est important. Et donc je vous laisse la parole avec un immense plaisir. Pardon, je ne vous laisse pas tout à fait la parole tout de suite, puisqu'il faut également que je remercie la BFM, qui nous accueille gracieusement, et donc je remercie également la ville de Limoges. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On voudrait également remercier la BFM de nous accueillir, également l'Université de Limoges de nous offrir l'opportunité de diffuser un petit peu notre recherche. Effectivement, nous sommes tous les deux membres du laboratoire du CDES, qui est donc une équipe thématique aujourd'hui, qui travaille sur le droit et l'économie du sport. Et c'est toujours intéressant de pouvoir diffuser ce qu'on fait. On ne va pas vous diffuser de la recherche au sens premier du terme, on va plutôt vous diffuser des éléments qui sont des résultats de nos recherches. La recherche en économie du sport est assez variée et on va vous proposer un certain nombre d'exercices qui, nous l'espérons, vont vous intéresser. Donc nos remerciements vont évidemment à la BFM, à Diane Dayan, et puis donc au directeur du laboratoire Charles Dudonian qui est dans la salle, puisque c'est grâce à lui que nous pouvons conduire notre recherche dans des conditions exceptionnelles évidemment au CDES. Donc on voulait également vous remercier d'être là. Donc il y a pas mal de personnes qu'on connaît dans la salle. On n'est pas chercheur en communication, mais ça se voit apparemment, puisqu'on a quand même un petit peu loupé notre cible visiblement. On est malgré tout très très content de vous avoir dans la salle. On espère qu'on va vous intéresser. La séquence ne va pas être trop longue, mais on va essayer de rendre l'intervention interactive, de manière à ce que vous puissiez également participer et passer avec nous un bon moment. Maxence, je te laisse la parole éventuellement. Oui, effectivement, l'idée aujourd'hui, c'est de brosser un peu le portrait, de dresser le portrait du sport et de l'économie du sport en particulier. Revenir notamment sur le fait que l'économie du sport, c'est pas que une affaire de sport pro, c'est pas que le PSG, c'est pas non plus qu'une affaire d'argent. Il y a plein d'aspects que l'économie s'attache à étudier, donc on va essayer de dérouler tout ça avec vous aujourd'hui. Et donc, comme Jean-François le disait, on a préparé des exercices, mais on a essayé de faire en sorte que ça puisse être interactif. Donc, on a posé des questions sur cette application, enfin, c'est pas une application, vous y accédez par le web, pardon, sur WooClap, donc qui va vous permettre de répondre aux questions au fur et à mesure. Si vous n'avez pas envie d'y accéder en direct, ou pas les moyens ou quoi, on a imprimé des feuilles donc, pour que vous puissiez vous mesurer au petit quiz qui va suivre et qui va rythmer notre présentation. Donc je laisse ceux qui
qui veulent utiliser la solution numérique, essayez. Si jamais il y a des soucis, n'hésitez pas à le dire. Vous devriez arriver sur une première question qui vous demande si vous êtes à la BFM. C'est bien le cas? Normalement. Tout le monde a une feuille ou un autre moyen de réponse? Il n'y a pas de problème particulier? C'est bon? Je ne sais pas où on en est. Ouais. Bon. Du coup, si tout le monde est OK sur la technique, on va commencer la présentation. Pardon. L'organisation, on a prévu une douzaine de questions, enfin 12 questions plus exactement, et on va vous laisser le temps d'y répondre. Et à l'issue de chaque question, on va discuter de la réponse et on va vous présenter des éléments qui sont issus de nos recherches pour venir nourrir un peu le résultat brut qui serait peut-être insuffisant en tant que tel. Et c'est à l'issue de ces 12 questions et de ces 12 explications qu'on a prévu un temps de questions-réponses avec vous. Et j'espère que vous aurez des questions, parce qu'on est toujours content de pouvoir partager encore une fois notre connaissance et nos connaissances. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout le monde a accédé facilement aux questions? Ouais, maintenant, ouais. Voilà, maintenant, pardon, maintenant. Désolé, ça va venir. C'est bon du coup. Ok, parfait. Du coup, on va tout de suite évacuer la question du sport professionnel en commençant par ça. Je disais qu'il n'y avait pas que ça, mais on va commencer par ça, malgré tout. Et donc, on va vous poser la question. D'après vous, quel était le budget moyen d'un club de Ligue 1, Uber Eats, lors de la saison 2020-2021? Et donc, laissez-moi le temps de lancer la question. Tac. Oh mince, on n'a pas effacé les questions. Bon, c'est pas très grave. On a testé et ça marchait. Donc le budget moyen d'un club de Ligue 1 Uber Eats lors de la saison 2020-2021, c'est pas une question neutre. Hein. L'année 2020-2021, vous vous rappelez, il s'est passé des choses lourdes pour les clubs, qui ont influencé énormément les budgets. Donc ne soyez pas aveugles par rapport à ça. On parle également d'un budget moyen, et on y reviendra quand on analysera les résultats. Et on parle bien uniquement de la première division française. Alors, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ouais, il y en a déjà 3. Il y en a 2 ou 3. Allez-y, hein, donnez vos réponses, même si vous n'avez pas d'idée. Est-ce que tout le monde a soit... Monsieur, est-ce que vous avez un téléphone portable? Ou est-ce que vous voulez la possibilité de répondre à la main aux questions? À la main. Bon, il y en a beaucoup qui ne se mouillent pas, je pense, hein, parce qu'on a assez peu de réponses. Le problème, j'ai oublié mes lunettes, quoi. Ah bon, faites à l'œil. Est-ce que vous voulez encore avoir accès au QR code au cas où? Pour tout le monde? Non. Je bascule sur la présentation. Donc la bonne réponse, c'était 95 millions d'euros. Le budget moyen des clubs de Ligue 1 en 2020-2021 était un tout petit peu inférieur à 100 millions d'euros. On le voit sur la dernière colonne 2020-2021. Vous savez que si vous vous intéressez aux résultats financiers des clubs de football et globalement de la plupart des clubs professionnels en France, les ligues professionnelles publient, communiquent des rapports annuels qui arrivent souvent avec un certain délai malgré tout, qui comportent un nombre d'informations très très importantes au niveau comptable et financier. Donc en 2020-2021, on a le montant total des revenus de la Ligue qui sont donc un petit peu inférieurs à 2 milliards. Quand on divise par les 20 clubs, ça fait un budget un petit peu inférieur à 100 millions. On voit évidemment qu'il y a une diminution très forte depuis, qui est liée évidemment au Covid. Et quand on regarde la composition des recettes des clubs de Ligue 1,
on voit qu'évidemment la partie verte a diminué, le résultat des mutations, hein, les clubs de football français, la plupart des clubs de football français parviennent à joindre les deux bouts uniquement grâce aux recettes liées au transfert de joueurs. Et on voit que, donc là c'est le résultat des mutations, donc c'est vraiment une balance de transfert entre ce qu'ils ont acheté et ce qu'ils ont récupéré comme argent en transfert reçu. Et donc on voit que cette balance elle a largement diminué de 624 millions à 321 millions. C'est ce qui justifie en partie la baisse. Alors le chiffre de 2 milliards 500 000, il n'est pas juste hein, en 2019-2020, mais c'est la faute de la LFP. C'est autour de 2 milliards 200 millions. Donc cette baisse de 300 millions, elle est essentiellement due, on va dire, au résultat des mutations, même si évidemment, dans les faits, on pourrait revenir. Ce qui est intéressant, c'est que donc, les clubs de football français on reçoivent des revenus qui sont très importants, et une partie quasiment, un petit peu en dessous de 50%, provient des droits audiovisuels. Donc on comprend les hauts le cœur qui ont eu les clubs à l'époque des problèmes de Mediapro, puisque quasiment 50% de leurs revenus viennent de ces droits télé. Ensuite, les clubs font quand même un travail intéressant, les clubs et la Ligue en sponsor, avec à peu près 23%. Et ensuite, alors c'est là où la comptabilité des clubs est toujours un petit peu difficile à percevoir, puisqu'il y a cette ligne autres produits qui comporte un certain nombre d'éléments sans qu'il y ait forcément toujours beaucoup de descriptions. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, ok, 95 millions d'euros, mais finalement, ça c'est le budget moyen. Il faut bien se rappeler, hein, là c'est pas un cours d'éco, c'est plus un cours de maths ou de stats. Le budget moyen, c'est juste le budget total divisé par les 20 clubs. Mais ça ne veut pas dire que les clubs ont 95 millions d'euros de budget. Le PSG, il a combien? C'est une question parallèle. Beaucoup plus. Ils ont au-delà de 500 millions d'euros de budget. Et à l'inverse, Clermont, qui est le club, alors c'est en 2020-21, mais cette année, Clermont a un budget qui est avoisine les 20-25 millions. Donc on a un club en Ligue 1 qui a 500 millions et Clermont qui a 20 millions. Donc évidemment, quand on fait le ratio du budget maximal sur le budget minimal, on tombe sur plus de 23 en Ligue 1, ce qui démontre le faible équilibre compétitif dans la Ligue, avec des clubs qui ont énormément de moyens et d'autres clubs qui en ont peu. Et comme on sait que c'est un marché de services, il faut qu'on crée notre capacité à performer avec le talent. Le talent, ça coûte cher, et donc forcément le budget explique une grosse partie des résultats. C'est ce qui justifie que le PSG se balade chaque année, même quand ils n'ont pas forcément des très très bons résultats dans la Ligue européenne. C'est là où c'est intéressant aussi de regarder, de comparer avec l'international sur cette concentration des revenus dans certains clubs, avec la première ligue qui est la ligue la plus intéressante à ce niveau-là, puisqu'elle notamment elle centralise énormément de revenus et elle en distribue de manière très égalitaire à l'ensemble de ses clubs. Quand on sort le PSG, quand on sort les gros clubs et qu'on sort les tout petits clubs, qu'on fait une analyse un peu centrale et qu'on regarde on compare le 5e budget avec le 15e, on voit que ça se resserre quand même pas mal en Europe et que c'est là, étonnamment, la Ligue 1 est même plus équilibrée que la Première Ligue dans ce qu'on va appeler le ventre mou du championnat en termes de budget. Donc tout ça pour dire qu'au-delà du chiffre, il faut aller regarder un petit peu dans le détail parce qu'un chiffre moyen, très souvent, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Là, en regardant en 2021, il n'y avait que 7 clubs qui avaient un budget supérieur au budget moyen. Donc finalement, le budget moyen... Et il n'y avait aucun club qui avait un budget de 95 millions, vraiment. Donc ça veut vraiment dire que ce budget, il ne faut pas le regarder en tant que tel. C'est un élément comme un autre. On va passer à la deuxième question qui parle toujours de foot et toujours de professionnalisation. Quel était le salaire net moyen des joueuses professionnelles de D1 Arkema, donc la première division féminine française, en 2019-2020? Vous ne vous laissez pas influencer par les réponses qui s'affichent à l'écran. Je ne sais pas combien de personnes répondent sur leur téléphone, mais... Ah oui, ok, merci, pardon, je ne le voyais pas. C'était dans l'angle mort. Mouillez-vous, c'est pas nominatif.
8,4. Ça évolue pas des masses, donc 9. Est-ce qu'il y a des gens qui ont du mal à répondre au-delà de la question en elle-même, mais au point de vue technique? Non, il n'y a pas de souci technique. C'est bon. Du coup, la bonne réponse... C'était 2600 € environ net par mois. Ça, ce chiffre, il est issu d'une étude qu'on a fait pour la Fédération française de foot, pour le développement de la première division féminine. Les chiffres à l'écran sont bruts, hein. C'est pour ça que vous voyez un décalage entre ce que je viens de vous dire et ce qu'il y a à l'écran. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le salaire moyen, depuis presque 10 ans maintenant, il a tendance à baisser. Vous voyez qu'il a tendance à baisser alors que le salaire moyen en équivalent temps plein, lui, on va dire qu'il est un peu plus stable. Et ça, en fait, c'est dû au fait que la plupart, enfin pas la plupart, mais un grand nombre de femmes joueuses professionnelles, en réalité, ont des contrats à temps partiel. Et donc, le nombre de contrats de joueuses sous contrat professionnel, il augmente. Il est passé d'une quarantaine en 2008-2009 à environ 200 l'année dernière. Donc c'est plutôt bénéfique. Sauf que le nombre de contrats à temps partiel augmente plus vite que le nombre de contrats à temps plein. Et donc forcément, mécaniquement, puisqu'on a souvent des salaires inférieurs quand on est à temps partiel par rapport au temps plein, on se retrouve avec un salaire moyen qui est plus faible qu'il y a 10 ans. Donc il ne faut pas, malgré les bonnes audiences et les records d'affluence qu'on peut lire parfois, récemment on a vu 91 000 spectateurs pour voir Barcelone-Wolfsburg en Ligue des Champions féminine. Donc 91 000 spectateurs, ça fait du monde. La réalité du terrain du football féminin, elle est quand même beaucoup plus terre à terre, on va dire, pour comparer avec les chiffres masculins qu'on a vus avant. Ça, c'est pas du tout la même dimension. Donc c'est à peu près ce que je voulais dire sur l'AD1 féminine. Donc je vais passer à la question suivante. Toujours sur le sport professionnel, mais cette fois-ci un sport un petit peu plus local, le basket. Quelle est la part des subventions dans les revenus d'un club de basket en 2019-2020 Un club de basket de première division, évidemment, pardon. Oui, pas du CSP en particulier, mais bien de tous les clubs en moyenne. D'après vous, est-ce que les clubs, dans leur budget, les subventions représentent 19%, 34%, 49% ou 64%? Mathilde travaille dans le basket, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Donc, c'est... Oh, il y avait 9 personnes tout à l'heure sur 15. Il y a peut-être... Ouais. Bon, je pense que je peux passer à la suite. Donc 34% de subventions dans le budget des clubs, selon la majorité d'entre vous. D'ailleurs, je ne demande pas, pardon, ceux qui utilisent le papier. Vous êtes plutôt d'accord? Je pense que monsieur utilise le papier. Dorota, tu avais répondu 49% devant, ok. La réponse était 19%. Donc on a tendance à croire effectivement que le sport professionnel et en particulier des sports moins médiatiques que le football sont très fortement financés par les subventions publiques. Et en fait, aujourd'hui, c'est quand même plutôt faux. Si on regarde un petit peu les chiffres, toutes disciplines confondues, on voit que les subventions, ça représente entre 54% pour le volley
et 3% pour le rugby et même 0% pour le football en fait. Donc le volley, 54% ça fait énorme, mais il faut savoir qu'ils ont des budgets qui sont aussi bien moindres que le handball, le basket et a fortiori le rugby ou le foot. Ce qui est important de noter, c'est qu'en fait, cette part que représentent les subventions dans les budgets, bah, finalement, ça marque des étapes du développement d'un club. Et aussi, ici, des étapes de développement de discipline. Évidemment, le football est très en avance. Le rugby, lui, s'est développé plutôt depuis, en tout cas économiquement, plutôt depuis le début des années 2000, on va dire. Et donc, on voit que leur modèle tend de plus en plus vers un modèle marchand qui se repose de moins en moins sur des financements publics. Donc, on a tendance effectivement à oublier, ou en tout cas à projeter le fait que le sport serait financé par oui, subventions publiques. Maxence, j'enchaîne si tu veux bien. Pour être très clair, le développement économique du sport professionnel en France, et des clubs, se fait essentiellement grâce à des fonds privés. C'est essentiellement le sponsoring, les droits télé, parfois, qui accompagnent le développement, ce n'est pas les subventions. Donc le fait que le montant des subventions représente 19% des budgets des clubs de la première division de basket ne signifie pas que les subventions sont très faibles. C'est à peu près qu'en valeur, elles n'ont pas beaucoup évolué depuis les années 90-2000, mais par contre, le reste des revenus a largement augmenté. Pour être très très clair, le modèle qu'on connaissait dans les années 90 correspondait à ce qu'on voit encore au volley aujourd'hui. Et ce qu'on dit effectivement, c'est que le volley n'a pas encore fait sa mue vers le professionnalisme, alors que les autres l'ont fait. Et ce qui est corrélé au professionnalisme, c'est la baisse du pourcentage des subventions dans les revenus. Alors on va enchaîner sur une question qui me permet de souligner le fait qu'au CDES, on fait pas mal de recherches, mais on fait énormément de formations également, et qu'on a 2 formations internationales qui sont à destination soit des anciens athlètes professionnels, soit des cadres des institutions internationales, et qu'avec Dorota qui est dans la salle, il y a encore 15 jours, j'étais à New York, pour que ces personnes-là découvrent les ligues nord-américaines et le fonctionnement du sport professionnel en Amérique du Nord. Ça nous a incité avec Maxence à vous poser une question un peu originale. Si vous êtes à Los Angeles, est-ce que vous pouvez inscrire votre fille ou votre fils dans une catégorie de jeunes aux Lakers, dans l'équipe de basket? À Los Angeles. Si vous habitez à Los Angeles, c'est à Los Angeles. Voilà. La question... Mais c'est valable aux Clippers aussi. C'est également valable aux Clippers. Donc certains peut-être ont des enfants ou connaissent des enfants qui jouent dans les catégories Benjamin au CSP de Limoges. On sait que Mbappé a fait ses classes un petit peu plus tard qu'en Benjamin, mais à l'AS Monaco. Donc c'est très bien, merci, je ne vais pas laisser plus longtemps le suspense. La réponse est évidemment non, et ça explique vraiment l'énorme différence entre le système français et qu'on connaît en Europe de manière générale, et le système nord-américain, avec là-bas une scission totale entre le sport professionnel et le sport de masse. Il n'y a aucune solidarité entre les deux systèmes, et le système de masse, on va dire, survit aux États-Unis uniquement parce qu'il est organisé dans le système scolaire, avec le système scolaire. Donc si vous voulez faire de la compétition, vous en faites avec votre lycée, votre collège, plus tard votre université, mais vous n'allez pas vous inscrire dans un club qui fait du basket au très haut niveau. Donc cette image-là, donc de Kylian Mbappé qui soulève la coupe Gambardella avec l'AS Monaco, donc c'est pas l'équipe 1 de l'AS Monaco, il est allé plus tard. Ça c'est une équipe de jeunes, d'ailleurs la plupart des jeunes autour de lui n'ont pas été professionnels plus tard. Ça n'existe pas dans les ligues nord-américaines. Et Maxence, tu peux montrer l'image suivante. Donc voilà 3 images d'athlètes nord-américains extrêmement connus. Donc, je vais faire un petit quiz. À gauche, Michael Jordan, très bien. Michael Jordan qui a fait ses classes donc, dans l'université de Caroline du Nord. Au centre, LeBron James, qui lui a intégré la ligue sans même passer par le collège,
mais il était dans son équipe. Ça, c'est LeBron James au lycée, donc ça nous donne un peu des complexes à nous, les mecs. Mais donc au lycée, il jouait donc dans une équipe dans l'Ohio. Et à droite, un peu plus dur, Tom Brady, voilà, très bien. Tom Brady, donc sous le maillot de l'université de Michigan. Donc en fait, ce sont 3 grandes stars au même âge qu'Mbappé, à peu près, qui ne pouvaient pas s'inscrire et jouer dans des équipes professionnelles parce que les équipes professionnelles n'ont qu'une équipe, et il n'y a pas du tout de déclinaison de ces équipes dans les catégories de jeunes. Donc cette scission, elle est vraiment très importante. Ces images me permettent de rebondir aussi sur autre chose. Comment on intègre du coup ces ligues professionnelles en Amérique du Nord ? Puisqu'elles n'ont pas de catégorie de jeunes, elles n'ont pas des jeunes qui montent et qui deviennent bons et qui jouent en équipe 1. Elles recrutent à partir d'un pool de joueurs qui se présentent à ce qu'on appelle la draft. Donc comment est-ce qu'on est drafté ? On s'inscrit, alors il faut être éligible évidemment, on s'inscrit, on est sur une liste, et ensuite les équipes, les 30, 32 équipes, se retrouvent et disent dans la liste des inscrits, on va décider quelle est l'équipe qui choisit en premier. En général, pour le dire vite, c'est l'équipe là qui a eu les moins bons résultats l'année précédente, de manière à rééquilibrer un petit peu les forces en présence. Elle regarde la liste et elle dit mais moi je vais prendre lui, sans que quiconque autre puisse avoir son mot à dire, y compris le joueur. Il dit voilà, tu es drafté par Milwaukee, le lendemain matin, il faut aller à Milwaukee. Et ensuite, ce nom est rayé de la liste, et puis c'est l'équipe 2 qui regarde la liste sans ce nom-là, qui dit maintenant je vais choisir lui. Et donc tout ça est fait de manière complètement de gré à gré, j'ai envie de dire, il n'y a pas du tout de centralisation de la draft. Et ce qui est assez rigolo, c'est que Michael Jordan, par exemple, qui de manière peut-être de moins en moins consensuelle à cause de LeBron James, mais certainement le meilleur joueur de basket de tous les temps, il a été drafté numéro combien à la draft en 84 ? 3e, c'est très bien. Il a été drafté en numéro 3, donc ça veut dire qu'il y a 2 équipes avant lui qui se sont dit bah non, Michael Jordan, non, ça va pas être un super joueur de basket, ou j'en ai pas besoin en tout cas. Donc on peut nuancer le choix numéro 1 parce qu'ils avaient choisi, pour ceux qui suivent un peu le basket, ils avaient choisi Hakeem Olajuwon, qui a été un très très grand joueur de basket, pivot, etc. Mais par contre, l'équipe classée numéro 2 a choisi un joueur qui a joué 3 ans en NBA et qui a disparu des registres. Donc là, il y a vraiment des choix très bizarres. Ça me permet de rebondir sur Tom Brady, qui lui a été choisi 199e par, j'ai vérifié cet après-midi, par New England. Donc là, ça veut dire qu'il y a eu 198 joueurs avant lui qui ont été choisis par les autres franchises ou même New England en se disant, lui, ça sera certainement pas le quarterback de demain. Alors que c'est un poste très important. Tout ça pour dire qu'on accède à ces équipes de manière complètement arbitraire. Et l'autre exemple que je vais donner, c'est LeBron James, évidemment. Lui, il a accédé à la ligue professionnelle sans passer par l'université. Il a été drafté alors qu'il était en high school, donc au lycée. Bon, on va très très vite sur ces sujets-là, mais n'hésitez pas si vous avez des questions à la fin, on pourra répondre évidemment. En fait, pour être transparent, on n'a pas voulu vous laisser la possibilité de nous poser des questions maintenant pour être certain de finir. Parce que parfois les questions, nous on est assez bavards, et donc on aurait été frustrés si on n'avait pas pu finir. On aura largement le temps de discuter à la fin. Donc effectivement, ça clôt notre incipit sur le sport professionnel. Et donc on va maintenant s'intéresser un petit peu plus au sport amateur. Et j'aimerais savoir, d'après vous, donc on va vous proposer des trios de fédérations. Et donc quelles sont celles qui délivraient le plus de licences sportives en France en 2001 ? Alors. C'est dans l'ordre, hein. Donc le football serait le premier, vous avez compris qu'on l'a toujours classé premier, ensuite c'est un petit peu plus dur. Il n'y a pas de suspense sur le premier, mais sur le reste. Allez, on attend les 2 derniers, quand même. Mouillez-vous, encore une fois, il n'y a vraiment pas beaucoup d'impact. 8. Il y a toujours un 9e qui joue sur le gong. C'est un peu le Real Madrid de la salle ce soir. C'est ça.
Ah oui, ça prend un peu de temps. Peut-être. Ouais. Est-ce que le 9e a répondu du coup? On y va? Bon, mais je crois que c'est la première fois que sur une question difficile, il y a une majorité de bonnes réponses. La bonne réponse, c'est effectivement football, tennis, équitation. Alors, plutôt que de déblatérer, on va vous montrer les résultats. Alors oui, oulala, un peu moche ce graphique, mais c'est pas très grave. Voilà dans l'ordre les fédérations classées en fonction du nombre de licences qu'elles ont délivrées en 2020, avec donc le football qui se détache très largement avec plus de 2 millions de licences délivrées. Et ensuite le tennis, l'équitation, qui est une fédération qui est souvent oubliée alors notamment si vous allez discuter, vous allez poser cette question à des étudiants parisiens, ils ont rarement la bonne réponse parce que c'est pas une discipline qui est facilement pratiquée dans les grandes villes. Le basket, le judo, jiu-jitsu, le handball, le golf, la natation, la gymnastique, le rugby. Quelques remarques évidemment. Là, on parle uniquement de licence. Aujourd'hui, les fédérations ont développé une autre façon de se lier à des pratiquants. C'est ce qu'on appelle, alors on met sous un nom un peu barbare, autre titre de participation. Mais c'est une façon pour des fédérations, par exemple, d'athlétisme. Quand vous allez vous inscrire dans une course, vous êtes obligé de vous affilier auprès de la fédération sans que ça soit sous la forme d'une licence, mais sous la forme d'un autre titre de participation. C'est une façon pour les fédérations de se développer. Autre chose à dire, c'est que là, on parle de fédération unisport, évidemment. Il y a deux types de fédérations unisport. Il y a les fédérations unisport olympiques et les fédérations unisport non olympiques. Et vous en connaissez certainement, donc celles-ci, si je ne me trompe pas, elles sont toutes olympiques. Mais des fédérations unisport non olympiques, est-ce que vous en connaissez? Le foot-golf, par exemple. C'était pas la première idée, mais c'est très bien, le foot-golf. Ensuite, des grosses fédérations en termes de licenciés en France qui ne sont pas olympiques. La pétanque, très bien. La pétanque, très bien. Le cyclotourisme. Grosse fédération, le cyclotourisme, en termes de nombre de licenciés. Dommage que Christian Borde ne soit pas dans la salle. Bref, il y en a énormément d'autres. Et il y a aussi, évidemment, et c'est pour ça qu'on voulait insister là-dessus, il y a aussi les fédérations multisports. Donc les fédérations multisports, la fédération de l'UNSS, la fédération, la FSGT, la fédération, ASPTT. Les ASPTT, etc., etc. Et ces fédérations multisports, si on devait les intégrer à cette logique-là, la fédération des ASPTT serait seconde. Oui. Donc ce sont des fédérations qu'on ne connaît pas forcément. Nous, alors pour parler de manière un petit peu plus pratique au CDES, quand on dit à un étudiant qu'on a un apprentissage de la fédération des ASPTT, franchement ça fait pas rêver les étudiants, mais quand on leur dit le nombre de licenciés, il y a un boulot incroyable dans ces fédérations, mais c'est vrai que ça fait pas rêver parce que c'est multisport, c'est pas olympique, on n'en parle pas forcément, mais il y a énormément de travail, énormément d'emplois en tout cas, dans ce genre de fédération. Je voulais juste rebondir aussi là-dessus. On a un nombre de licences. Ce qui est intéressant aussi en France, on travaille pas mal là-dessus au CDES, c'est comment on détermine la pratique d'une personne. Qu'est-ce qui détermine le fait qu'une personne fasse du football plutôt que du rugby, fasse du rugby plutôt que s'inscrire dans une ASPTT, fasse de la pétanque plutôt que de la danse, etc. etc. Et là, on identifie de manière assez classique un certain nombre de critères qui restent encore extrêmement importants aujourd'hui pour déterminer la pratique. Évidemment, le genre, ça reste encore très important. Ça s'améliore, mais il y a encore des fédérations qui sont extrêmement genrées. Alors, donnez-moi un exemple, il y en a au tableau. Gymnastique, équitation, la danse, et dans le sens inverse. Alors, foot, rugby, ça a été extrêmement genré. On va leur donner un petit carton blanc, c'est de mieux en mieux. Le tennis, ça va à peu près. L'haltérophilie, oui, très bien. Sports de combat de manière générale, qui sont très, très, très genrés. Et il y a une fédération qui n'est pas olympique, unisport, qui est la plus genrée a priori, en tout cas orientée vers les hommes, c'est la Fédération française de pêche, qui attire énormément, une immense majorité, je crois que c'est au-dessus de 97% d'hommes. Bref, c'était un détail. Donc le genre, l'âge, évidemment. Le cyclotourisme attire beaucoup plus de personnes au-dessus de 40 ans qu'en dessous de 40 ans.
Le lieu de résidence, il y a des fédérations, des disciplines, des pratiques qui sont beaucoup plus simples en fonction de l'endroit où vous vivez. Le surf, alors, il y a les disciplines qui sont assez logiques, mais par exemple le basket est extrêmement pratiqué en Pays de la Loire, beaucoup plus qu'en Aquitaine par exemple, pour des raisons qui ne sont pas forcément connues. Le niveau de diplôme et le niveau de revenu, qui sont liés mais pas forcément, corrélés mais pas forcément, sont aussi des critères qui peuvent expliquer les pratiques des individus. Ce qui peut aussi expliquer les pratiques des individus et vers où ils vont se tourner, c'est évidemment leur motivation. Pourquoi ils ont envie de pratiquer. Ça peut orienter ce que vous voulez faire comme sport et vers quelle fédération vous allez vous tourner. Donc la prochaine question, c'est quelle est la motivation à la pratique sportive qui est la plus citée par les pratiquants de 15 ans ou plus. Est-ce que c'est le plaisir, l'amusement, la performance, la compétition, la rencontre avec les autres, la santé? C'est pas forcément votre avis, on pourrait en discuter, mais c'est plus de manière générale dans la population française, qu'est-ce qui est le plus souvent cité. C'est vraiment une réponse à un sondage. Quelle est la raison principale pour laquelle vous pratiquez? Et c'est une tendance extrêmement lourde. Vous allez voir la réponse. C'est une tendance extrêmement lourde que les fédérations ne peuvent plus ignorer. On est à 9, effectivement. Donc la bonne réponse, j'ai vu qu'il y avait quelques bonnes réponses, effectivement, c'était la santé. Alors ça peut paraître étonnant, mais la santé aujourd'hui, c'est très fortement, c'est très souvent, un des premiers motifs de pratique du sport. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la compétition, elle arrive finalement très loin des premières places. Il faut savoir que le mouvement sportif, il s'est construit au départ surtout sur l'organisation de la compétition. Il s'est structuré grâce à la compétition. Mais aujourd'hui, on le voit bien, c'est plus la motivation première. Ce qui implique donc cette variation de la demande, pour reprendre un peu des termes économiques, cette variation de la demande, elle implique forcément une adaptation de l'offre. Donc les fédérations, les clubs, ils sont obligés de répondre à ces attentes. Et même s'ils ont mis un peu de temps, de plus en plus, on voit fleurir des propositions de plus en plus diversifiées, que ce soit le sport en entreprise, les activités de sport santé, le sport loisir, etc., justement pour répondre à cette nouvelle motivation et, comme on le disait avant, attirer potentiellement des personnes qui auraient des volontés de pratique différentes. Je vais un peu plus vite sur ces questions-là, mais je passe à la suivante. Donc, selon vous, quelle est la principale source de revenus des clubs amateurs en France en 2019 ? Oh mince, pardon. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Mince. Bon, du coup, pas de suspense, effectivement. Désolé. Les aléas de la technique. Donc, effectivement, donc ça, c'est des résultats qui sont issus d'une étude qu'on a menée pour le CNOSF, donc le Comité national olympique et sportif français au CDES. Donc une étude qui portait sur le modèle économique des clubs fédérés en France. Et donc ce qu'on a vu à l'aide d'un questionnaire qui a été répondu par plus de 3000 clubs français, c'est que les adhésions, donc y compris les licences, représentent 42% du budget des clubs en moyenne. On aurait pu croire, comme pour le sport professionnel tout à l'heure, que les subventions permettaient aux clubs de vivre. Finalement, on voit que ce n'est pas tellement le cas, avec seulement 16%. Par contre,
Le deuxième poste de recettes, c'est les recettes privées, voilà, le développement des recettes d'activité, des prestations, etc. Donc les recettes d'activité et prestations, ça va de l'organisation du loto du foot à la vente de prestations sportives, par exemple sur les bords de mer ou les choses comme ça dans certaines disciplines spécifiques. Donc voilà, les adhésions, c'est simplement ce que vous payez à votre club pour en faire part. Et souvent, dans ces adhésions, on mélange un petit peu les concepts d'adhésion et de licence. La licence étant la partie qui est reversée à la structure fédérale, que ce soit la structure centrale ou ces échelons territoriaux, régionaux ou départementaux. On enchaîne sur la partie sport amateur, non, mais pas aussi professionnel qu'on a pu évoquer avec le foot tout à l'heure, pour parler de l'olympisme. Et donc, on revient à des histoires de sous. Quel est le montant du budget global des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ? Donc là, pour préciser, on parle du budget global qui est scindé en deux. Il y a le budget du comité d'organisation, auquel on ajoute le budget de l'entité qui est censée s'occuper des infrastructures. Donc c'est les deux cumulés. Quel est le budget global aujourd'hui prévu pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024 ? Alors c'est très intéressant que vous répondiez ça. On y reviendra tout à l'heure, 19 milliards 3, j'y reviendrai. La bonne réponse, c'est 7 milliards 3. Oh, il y a un dixième qui se mouille, c'est une question qui intéresse. La bonne réponse, c'est uniquement 7 milliards 3. Et on va y revenir. Alors, il y a quelques détails. Après, je vais revenir sur le chiffre. Dans un premier temps, il y a le budget du COJO qui est disponible sur le site, évidemment, qui est un budget donc, du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Le COJO aime à dire que 97% des Jeux vont s'autofinancer, vont être financés par les Jeux. Donc là, ici, on a la liste des recettes du COJO, les contributions du CIO, les partenaires qui ont donné plus d'1 milliard, la billetterie prévue qui va rapporter plus d'1 milliard, et ainsi de suite, de manière à ce qu'il y ait 97% de ce budget qui soit financé par l'événement, et les 3% restants étant financés par du public et ciblés sur les Jeux paralympiques. Mais à ce budget-là s'ajoute le budget d'une structure qui s'appelle Solideo. Alors je l'ai noté parce que c'est évidemment c'est la société de livraison des ouvrages olympiques qui, elle, va être financée à moitié par du public, à moitié par du privé. Et dans le public, il y aura essentiellement l'État, mais également la région Île-de-France et quelques collectivités encore plus locales qui sont impliquées sur les Jeux. Donc les deux budgets cumulés représentent aujourd'hui, on va y revenir, 7 milliards 4, pardon. Ceux qui ont répondu 19 et quelques milliards, c'était pas du tout idiot. Pourquoi ? Parce que les Jeux de Tokyo précédents, donc qui devaient avoir lieu en 2020, qui ont finalement eu lieu en 2021, étaient prévus autour de 7 milliards, le coût total, et au final, ça a coûté plus de 22 milliards. Alors, ils ont des circonstances atténuantes. Le Covid, ils l'ont pré-organisé une fois, puis décalé, puis il y a eu la sécurité, puis il y a eu le tsunami, etc., etc. Donc il y a eu des coûts forcément en plus. Mais de fait, de manière générale, et c'est ce que je voudrais partager avec vous en termes de recherche, c'est qu'on se rend compte que dans ce genre de situation où on attribue les Jeux à des candidats qui sont en concurrence, en fait, les chercheurs ont identifié ce qu'ils ont appelé la malédiction du vainqueur. C'est-à-dire que quand vous gagnez, pour gagner ce genre de compétition, vous vous mettez dans une situation complètement intenable, puisque c'est vraiment au mieux disant, donc c'est celui qui aura le plus de stades, les plus grands, le plus d'aéroports, le plus de sécurité, le plus de discipline, etc. etc. Et donc c'est qui mieux, jusqu'à ce que vous mettiez en difficulté financière. Et donc quand vous gagnez, il y a une malédiction qui vous tombe dessus parce que vous êtes obligé de dépasser les coûts que vous aviez anticipés au départ. Donc ça, c'est basé sur une historique longue, évidemment. Il y a des exemples catastrophiques, y compris en France, avec les Jeux Olympiques de Grenoble. Mais il y a encore pire avec Athènes. Je pense que les citoyens athéniens continuent
à rembourser le crédit de la ville jusqu'en 2016, je crois. Enfin, c'était absolument catastrophique. Aujourd'hui, c'est un terrain vague, quoi. Et aujourd'hui, c'est un terrain vague, bref. Donc, il y a eu énormément de catastrophes, on va dire, olympiques, hein, quasiment. Donc là, on est dans des jeux qui se veulent beaucoup plus gérés de manière beaucoup plus sérieuse. Et ils aiment à le dire, et nous, on aime à le croire, évidemment, avec une volonté de créer des jeux relativement durables, puisque 95% des infrastructures sont préexistantes et que les 5% d'infrastructures qui sont créées sont censées servir demain aux franciliens. Donc il n'y aura pas a priori ce qu'on appelle des éléphants blancs, c'est-à-dire des structures qui sont construites pour l'événement et qui, dès la fin de l'événement, ne servent à rien. On a les exemples des stades au milieu de l'Amazonie en football, en Afrique du Sud également, ou à Sochi, où il y avait des pistes de bobsleigh au milieu d'un complexe industriel. Ça nous permet de passer à la question suivante, si vous voulez bien. On parle beaucoup des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Parmi les disciplines que vous allez avoir sous les yeux, quelles sont celles qui n'apparaîtront pas aux Jeux Olympiques à Paris et Paralympiques à Paris en 2024 ? On précise, il y a plusieurs bonnes réponses. Quelles sont celles qui n'apparaîtront pas, que vous ne verrez pas à Paris 2024 ? Et on vous aide, que ça soit des disciplines officielles ou des disciplines invitées. Et vous pouvez répondre plusieurs réponses, du coup. Il y a plusieurs bonnes réponses, donc vous pouvez en répondre plusieurs fois. Alors on vous laisse encore 10 petites secondes. C'est bien. Alors on peut peut-être prendre le temps. Est-ce que le karaté sera présent ? La réponse est non, le karaté ne sera pas présent. Karaté, qui est un sport historique, qui a été un sport qui a été inscrit au programme olympique pendant des années et qui a disparu, pour des raisons dont on parlera dans quelques minutes. Le BMX, est-ce qu'il apparaîtra ? Oui, c'est un sport qui est au jeu depuis plusieurs organisations. Le rugby à 15, non. Par contre, le rugby à 7 sera présent. Il a été inscrit au jeu de Rio. Le surf sera présent. Oui, c'est très bien, merci de ne pas l'avoir inscrit. Où auront lieu les compétitions de surf en France ? À Tahiti, voilà, c'est très bien. Il y a une énorme concurrence entre différents sites, les Landes, le Pays Basque, la Bretagne et Tahiti. Et Tahiti a été choisi pour bien insister sur le fait que ce n'était pas les Jeux de Paris, mais que c'était les Jeux de France. Il y a des compétitions de voile aussi qui auront lieu à Marseille, etc. Donc c'était aussi une façon de faire un petit clin d'œil au dom-tom. Même si, évidemment, le débat, c'est les athlètes qui sont là-bas, ils n'auront pas le village olympique, ils ne participeront pas à la fête. Enfin, bon, c'était un arbitrage à faire. Le skateboard, oui, non ? Oui, le skateboard sera aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, comme c'était déjà le cas à Tokyo, et je reviendrai dans quelques instants sur la raison pour laquelle le skateboard y est. Le baseball, c'est très bien, le baseball n'y sera pas, le baseball n'y est plus depuis quelques jeux. Il y avait par contre un sport qui est très proche du baseball, qui est le softball. Voilà, le softball était inscrit. Donc le softball, c'est un sport qui se rapproche du baseball et qui, aux États-Unis, est pratiqué essentiellement par les filles. En fait, on lance la balle en bas, donc il y a moins besoin de force dans l'épaule. Et c'est a priori, j'y connais pas grand-chose, mais a priori, davantage. Les Américains, en tout cas, ont dit que c'était davantage approprié pour les filles. Bon, le baseball n'apparaîtra pas aux Jeux Olympiques de Paris. L'escalade, est-ce qu'elle apparaîtra ? Oui, elle apparaissait déjà à Tokyo et c'est exactement le même. Elle a exactement le même statut que le skateboard. On y reviendra. Et ensuite, donc la question la plus piège entre guillemets, c'était la proposition la plus piège, c'était la proposition du breakdance qui apparaîtra aux Jeux Olympiques de Paris et ce qui a, d'une manière ou d'une autre, un petit peu fait polémique. Et on voulait revenir avec vous là-dessus. En fait, il y a deux types de
de statut pour les disciplines. Soit vous êtes dans un statut officiel, et à ce moment-là, c'est le CIO qui décide si oui ou non vous serez inscrit au jeu. Donc là, il y a un certain nombre de critères. Donc les critères, on les a notés. Il faut qu'il y ait une fédération internationale, il faut que vous soyez pratiqué sur au moins 3 continents, il faut qu'il y ait au moins 35 pays qui pratiquent si vous êtes un sport et que vous voulez inscrire pour les compétitions féminines, ou au moins 50 pays si vous voulez que ce soit des hommes qui pratiquent, etc., etc. Un certain nombre de critères. Et donc là, il y a une liste qui est imposée par le CIO à tous les comités d'organisation. Donc là, vous n'avez pas votre mot à dire, vous êtes obligé d'organiser des compétitions. C'est l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, quand vous êtes à Budapest, si jamais le surf était inscrit dans les compétitions officielles, ce serait un petit peu délicat. Donc pour l'instant, vous comprenez qu'il n'y est pas. Et en plus de ça, il y a les sports qu'on appelle conditionnels, qui sont là, eux, décidés par le COJO, par le comité d'organisation de chaque organisateur, qui décide quels sont les sports qui sont finalement invités. Et c'est là où vous avez des sports qu'on a déjà vus à Tokyo et qui continuent d'être invités d'un événement à un autre. Peut-être que demain, s'ils arrivent à se développer davantage au niveau institutionnel, peut-être qu'ils feront partie demain des disciplines olympiques. Et c'est là où en France, 4 sports ont été choisis. L'escalade, le skateboard et le surf, qui étaient déjà des sports présents à Tokyo, exactement sur le même statut. Et ensuite, la seule nouveauté de Paris 2024, c'est le fameux breakdance, qui est venu se substituer au karaté, qui est venu se substituer, alors peut-être, je ne suis pas très objectif, mais certainement au squash. Le squash, c'est aussi un sport qui n'est toujours pas au jeu, alors qu'il est pratiqué sur 3 continents, etc. etc. Donc le breakdance a été mis en avant. Alors les décisions du COJO, en l'occurrence, sont destinées a priori à attirer un public jeune, attirer un public qui dit, bon, les Jeux Olympiques, je m'en fiche. Le breakdance, c'est un nouveau public, le surf, c'est un nouveau public, l'escalade, c'est un nouveau public. Donc c'est une façon d'attirer notamment les pratiquants de disciplines qui sont dans des fédérations non olympiques et qui ne sont pas forcément attirés par l'événement. On va rapidement parler de Sporttech maintenant, avec une petite question à 680 millions. Quelle start-up de la Sporttech française a levé 680 millions en 2021? Ok, bon, je vois qu'il y a 10 réponses. La bonne réponse est Sorare, je ne sais pas comment on dirait. Effectivement. Donc Sorare, c'est quoi? Sorare, c'est donc, pour expliquer, ils ont levé 680 millions. C'est-à-dire que pour développer leur entreprise, ils ont fait un tour de table auprès des investisseurs, des business angels, etc. Et à la fin du tour de table, ils avaient récupéré 680 millions. Il faut savoir que c'est la start-up française qui a fait la plus grosse levée de fonds à ce jour. Donc, non, en toute start-up confondue en France, c'est la plus grosse levée de fonds. Donc, c'est un peu une fierté pour le secteur du sport aussi d'avoir une licorne à ce niveau-là. Donc, Sorare, c'est quoi? Sorare, c'est un... Attention, ça va peut-être piquer pour certaines oreilles, mais c'est des NFT. Donc on en parle beaucoup en ce moment. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire simple, c'est des cartes de footballeurs qui sont authentifiées par une blockchain et qui permettent déjà de collectionner, comme on le faisait avec des cartes Panini ou des cartes à échanger. Mais qui permettent aussi, et c'est là que ça marche plutôt pas mal, qui permettent de constituer des équipes. Donc on peut faire sa propre équipe toutes les semaines, et on peut donc, en fonction des performances des joueurs dans la vraie vie, on obtient, chaque joueur a un score, et on peut donc avoir une performance de notre équipe sur la semaine. Et donc il y a des classements entre joueurs qui se font pour
simplement pour déterminer qui a la meilleure équipe. Et donc, associé à ça, il y a donc des récompenses. Pour donner quelques ordres de grandeur, il faut compter pour une carte, pour des joueurs qu'on ne connaît même pas, il faut compter au moins 10-15 €. Mais souvent, on vous dira que pour vous y mettre, pour avoir une équipe à peu près compétitive, il faut bien compter 1 millier d'euros au moins. Donc tout cet argent-là va sur le marché primaire, donc lors de la création des cartes, va dans la poche de Sorare. C'est évidemment un business juteux. Mais derrière, il y a un marché qui permet aux joueurs de s'échanger les cartes, de se les vendre. Et donc c'est là aussi que ça attire pour des objectifs de spéculation, simplement. Ou d'investissement, pour être moins péjoratif. Et on a vu des cartes à plusieurs centaines de milliers d'euros, déjà. Donc voilà. Et le truc, c'est qu'il y a des très grands ambassadeurs de ce genre de plateforme, en particulier Antoine Griezmann notamment. Et donc sur la Sporttech en général, on a en France un très gros environnement d'innovation autour du sport. Là, je vous ai parlé d'un cas très particulier sur la blockchain, quelque chose qui fonctionne très bien en ce moment. Je ne vais pas épiloguer, mais on a plein de startups aussi qui se créent et qui développent des solutions pour mieux gérer des clubs comme Sport Heroes ou Space Foot, même Sporteasy. Des startups qui se créent pour permettre la pratique de l'activité physique à domicile, comme Gymlib, Colisée, qui est une plateforme de vente en ligne, mais j'ai pas bien compris l'innovation pour être transparent, mais qui a levé, je crois, une dizaine de millions d'euros, donc c'est pas neutre. Et Cyclofix, qui est une start-up de réparation de vélos à domicile. On va aborder la dernière thématique pour essayer d'être le plus large possible en parlant un petit peu d'e-sport. Donc la première question qu'on va vous poser, c'est sur les 9,7 millions de joueurs qualifiés de grand public par France eSport, quelle est la part de femmes, il manque un S, pardon, en 2021? Donc les joueurs qualifiés de grand public, c'est des joueurs qui jouent, mais qui ne font pas de compétition et qui n'ont pas de classement, pour le dire vite. C'est une très bonne question. Alors, l'e-sport, c'est intéressant. Alors, il se trouve que là, c'est certainement la question. C'était compliqué pour nous de le définir, mais vous avez entièrement raison. En fait, là, la question, c'est est-ce que vous pratiquez, est-ce que vous jouez à un jeu vidéo, donc vidéo à la maison. Donc, il n'y a pas de compétition. Et ça peut être sur votre téléphone portable, ça peut être sur votre tablette, ça peut être sur votre ordinateur, sur votre console. Bon, c'était la question la plus dure, alors certainement parce qu'elle n'est pas très bien posée, évidemment, mais c'était la question la plus dure, puisque la bonne réponse, c'est 51%. Alors c'est un résultat qui est quand même étonnant, on peut le dire. Alors, sans rebondir, il faut absolument préciser ce que c'est France eSport. France eSport, c'est une association qui s'est créée en 2016 à l'initiative d'un certain nombre d'acteurs, et quasiment tous les acteurs de l'e-sport en France se sont réunis pour créer une structure qui pourrait porter la voix de l'e-sport en France et qui voulait structurer, former, développer de manière générale l'e-sport. L'e-sport n'a pas de fédération, l'e-sport n'a plus vraiment envie de devenir une fédération sportive traditionnelle. Ils ont envie de continuer leur vie entre le numérique, la défense, la santé, l'éducation et le sport. Et donc, depuis qu'ils ont été créés, ils produisent un baromètre. Alors, ils produisent un baromètre depuis 2019, un baromètre avec des instituts de sondage assez sérieux. Donc, il ne faut pas remettre en cause forcément les résultats. Et les résultats qu'ils proposent sont extrêmement étonnants, en particulier à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le joueur grand public qui joue est composé en majeure partie de femmes. C'est toujours un peu étonnant de le dire. Par contre, et c'est là où c'est intéressant, dès lors qu'on rentre dans de la pratique compétitive,
là, le nombre de femmes diminue, et dès lors qu'on est dans de l'e-sportif amateur, c'est-à-dire quelqu'un qui a un classement national, international, là, le nombre de femmes est encore plus faible, et on retombe sur des jeunes hommes, puisqu'il y a 94% de 15-35 ans, et 93% d'hommes dans les e-sportifs amateurs. La seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, le jeu vidéo n'est pas forcément destiné aux hommes, contrairement à ce qu'on pourrait le penser, et que les femmes sont une vraie cible. Il y a un certain nombre de jeux qui s'y prêtent, et il y a forcément par contre des jeux qui sont effectivement genrés, mais les femmes pratiquent énormément. Du coup, pour clore les questions, toujours sur l'e-sport, je voudrais vous demander combien l'équipe qui a remporté les championnats du monde du jeu League of Legends en 2021 a-t-elle empoché ? Je ne reviens pas forcément en détail sur comment ils organisent leurs compétitions, etc. Mais essayez de vous dire que c'est l'équivalent d'une Coupe du Monde qui a lieu tous les ans. Et qui, en tout cas au tournoi final, on a une opposition au Best of 5, donc l'équivalent un petit peu des playoffs qu'on peut voir aux États-Unis. Donc c'est-à-dire que le premier qui gagne 3 matchs passe au rang supérieur, etc. Donc ici, l'équipe qui a gagné a dû au moins gagner 3 matchs en finale. La bonne réponse ici, c'était 489 000 $. Alors, c'est déjà pas mal. Vous voyez ça plus gros. Bon, ok. J'aurais peut-être dû proposer des choses plus extravagantes. Ce qui est intéressant de noter et surtout de comparer, c'est avec du sport avec lesquels on est un peu plus habitués. Donc les Worlds en bas à droite, 2,2 millions de dollars de prize money total. Donc c'est-à-dire que dans ces 2,2 millions, il y en a eu à peu près 500 000 donc, qui ont été aux vainqueurs. Mais évidemment, le finaliste a aussi touché de l'argent et toutes les équipes qui ont participé à cette compétition, la dernière équipe. Les équipes qui ne sont pas sorties des poules, par exemple, ont touché une vingtaine de milliers de dollars. Mais on voit que les ordres de grandeur, finalement, pour les Worlds, sont à mi-chemin, on va dire, par exemple, de Bercy, du tournoi de tennis de Paris-Bercy. Donc, au tournoi de tennis de Paris-Bercy, il y a 5,4 millions d'euros qui sont distribués, qui seront distribués cette année. C'est un tournoi uniquement masculin, là, pour le coup. Mais quand on regarde Roland-Garros, donc, qui est probablement un des tournois qui distribue le plus d'argent en France, on voit 44 millions d'euros. Donc, c'est quand même beaucoup plus qu'un Master 1000 comme Paris-Bercy. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, je n'ai pas posé cette question-là, mais parce que je voulais y venir maintenant, on voit qu'il y a le plus gros tournoi d'e-sport dans le monde, c'est le tournoi de Dota 2. Dota 2, c'est un jeu vidéo, d'ailleurs, sur la mécanique relativement similaire à League of Legends. Et lui distribue 40 millions de dollars. Donc on est finalement pas si loin de compétitions auxquelles on est habitué. Et donc surtout ce que je voudrais dire, c'est que derrière, il y a un vrai écosystème qui se crée. On parlait de France eSport en France, mais évidemment, ça nécessite de regrouper plein d'acteurs différents. Ça peut être évidemment les joueurs, sportifs ou amateurs, mais aussi les créateurs de jeux vidéo ici, les organisateurs de compétitions, etc. Donc finalement, l'e-sport est dans une phase de son développement qui nous fait penser à ce qu'a connu le sport il y a des dizaines d'années pour certaines disciplines, voire peut-être une bonne centaine d'années. Donc c'est pour ça qu'on a voulu aussi faire un peu l'inclure, non pas pour discuter de est-ce que le e-sport est du sport ou pas, c'est pas du tout le débat et on n'a pas vocation à trancher la question évidemment, mais pour dire que y a un véritable écosystème et que finalement les ordres de grandeur sont relativement similaires à ce qu'on peut connaître dans des sports très populaires.
Et voilà, merci à toutes et tous. On est disponible, comme on l'avait dit, pour répondre à vos questions, que ce soit sur des sujets qu'on a présentés ou d'autres si vous avez des idées en tête. N'hésitez pas à prendre la parole. Merci à toutes et à tous. Est-ce qu'il y a des questions ? N'hésitez pas, on peut revenir sur des slides particulières qui vous ont interrogé ou sur lesquels vous aviez besoin de précision. Oui. On va commencer par les dames, si tu veux bien, Jonas. Il est plus près, lui. Ah oui, très bien. Mais c'est que c'est mon petit frère, c'est pour ça, qui lui disait d'attendre. Dans la slide par rapport aux différents sports où il y avait le hockey sur glace, je ne sais plus quel était le sujet, sur les revenus des différents sports, les subventions, oui. Je me posais juste la question, est-ce que vous savez à quoi correspond le autre produit du hockey sur glace? Parce que c'est quand même une grande part et je me posais la question sur ce que ça peut représenter. Oui, non, c'est une très très bonne question. La réponse est non. Et la réponse est non, mais je vais te donner un autre exemple. Dans le foot, si tu regardes le rapport Deloitte, quand il compare les revenus des compétitions du Big Five, je crois que c'est l'Allemagne qui a 34% autres produits. Donc, parce que les comptabilités sont très différentes, et donc pour essayer de trouver une forme d'homogénéité, on rentre dans un truc autre produit, et donc là tu te demandes ce que c'est. Mais regarde, alors 19% du hockey c'est beaucoup, mais 15% du basket avec des budgets bien plus grands. Attends, c'est 24 là je pense, non? Je vois pas bien les couleurs là d'où on est, mais ouais, c'est tout en haut. Ouais, c'est 24 effectivement, pardon, oui tu as raison. Mais voilà, 18 pour le foot. C'est des montants monstrueux en fait, 18% des revenus du foot, tu vois. Donc c'est, alors là dans les autres produits, tu peux avoir par exemple des créances du propriétaire qui sont abandonnées, ça fait des reprises. Enfin, mais là tu rentres dans la logique comptable qui perd en transparence si tu veux. Mais dans tous les cas, il y a des clubs dans lesquels c'est encore, là c'est 18 en moyenne, il y a des clubs où c'est 25-30. Donc effectivement, c'est une très bonne question, malheureusement on ne peut pas forcément y répondre, et dans les rapports des NCG, tu n'as pas forcément la réponse du détail. Alors moi j'avais une question sur ce visuel-là aussi, parce qu'en fait l'analyse que vous en faites est particulièrement intéressante, c'est-à-dire qu'on considère qu'à partir du moment où on va vers la professionnalisation d'une discipline, les subventions, le niveau de subvention baisse. Mais j'imagine que c'est super intéressant pour une collectivité. Alors je ne sais pas de quelle taille par contre, parce que je pense qu'il doit y avoir une question d'échelle, mais est-ce que vous êtes en relation avec des collectivités qui vous demandent ce genre d'analyse? Et est-ce que ça n'aide pas aux décisions politiques? C'est une excellente question. Pour vous donner un exemple très précis, donc oui, on est en contact avec des collectivités. Donner un exemple précis qui était vraiment très qui illustrait bien cette situation, on va dire. Création d'une nouvelle région, Nouvelle-Aquitaine, qui donc est la fusion de 3 anciennes régions, l'Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin, je dis pas de bêtises. Et la Nouvelle-Aquitaine reçoit, enfin le nouveau directeur des sports de la région reçoit la situation comptable de l'ensemble des clubs professionnels, je parle de ça, professionnels, de ces 3 anciennes régions. Et il se rend compte que les 3 régions appliquaient des politiques complètement différentes en termes de subventionnement des clubs professionnels. Et besoin d'homogénéiser. Alors là, la question est extrêmement compliquée. Est-ce qu'on met tout le monde comme ceux qui touchaient le moins? Ça coûtera énormément d'argent de mettre tout le monde tout en haut. Est-ce que les critères étaient les mêmes? Comment on fait? Et donc là, la question c'est, est-ce que c'est à nous, région, d'accompagner le développement des clubs professionnels? Et la réponse aujourd'hui, de manière générale, au niveau public, c'est non. C'est-à-dire que les collectivités se désengagent très fortement du monde professionnel. Là où vous avez complètement raison, c'est que dans une ville, par exemple, comme Saint-Junien, accompagner le handball féminin, ça a du sens, mais jusqu'où? Jusqu'où ça a du sens? Le club sait qu'il ne pourra pas compter sur un engagement public sans fin. Donc c'est pour ça que notamment là vous avez le volet, et il faut avouer que l'ensemble des clubs féminins
professionnels, le basket, le volley, sont encore subventionnés bien au-delà de leur counterpart, je sais retrouver tout le mot en anglais, de leurs partenaires, des clubs masculins pour le dire vite. Donc la ville de Limoges, par exemple, choisit d'accompagner le CSP depuis toujours. Elle choisit aujourd'hui d'accompagner le handball. Mais quand vous regardez tous les ans le montant des subventions aux associations, vous vous rendez compte que ça doit grimacer un peu dans la culture, parce que c'est beaucoup, c'est des sommes très importantes. Est-ce que c'est trop ? Je ne suis pas là pour en juger, mais c'est évident que l'accompagnement des clubs professionnels, au bout d'un moment, par le monde public, ça a une fin. On peut pas accompagner autant. Après, souvent, pour rebondir, la question, c'est à quel moment on bascule, quoi. On dit le club il est suffisamment solide pour ne plus avoir besoin de ces subventions-là. Et alors là, c'est plus un ressenti qu'une vraie analyse basée sur des chiffres. Mais à mon avis, ça se passe quand il y a des changements de mairie, quoi. Enfin, pour le cas des subventions locales. Et en fait, la réalité, c'est ça. De nos ressentis et des études qu'on a pu faire, c'est que c'est très lié à la situation politique, à la connaissance du monde politique, etc. Et l'exemple de la Nouvelle-Aquitaine, il est aussi lié à ça, quoi. D'autres questions ? Non, parce que c'est enregistré. Donc. Notre public est en Chine actuellement. Pour rebondir un peu sur la part des subventions, est-ce que les collectivités, par rapport à ce qu'elles versent, est-ce qu'elles attendent entre guillemets un retour sur investissement par rapport à ces subventions-là ? Est-ce que c'est inférieur, supérieur, ça s'équilibre ? Comment ça se... Alors, il y a deux choses. La première, c'est que les subventions, en théorie, n'appellent pas de retour. Donc, c'est l'équivalent, entre guillemets, d'un don, quoi. Il faut le distinguer je suis en train de me demander, des partenariats ou des recettes d'activité. Parce que, par exemple, si on prend l'exemple de Limoges et du CSP, ils peuvent très bien subventionner une partie de l'activité du CSP, mais également lui acheter des prestations, je sais pas, de l'espace publicitaire, par exemple. Et donc, ça vient aussi abonder au budget du club, mais ça nécessite un retour. C'est moins le cas des subventions. Et donc, en fait, on a quand même un passage à ce type de démarche où finalement, on espère un retour sur l'investissement, entre guillemets. Après, de manière générale, les collectivités qui financent les clubs, ils espèrent au moins un retour de notoriété ou on parle du CSP, mais Limoges, à l'extérieur de Limoges, c'est la porcelaine, et quand on parle de sport, le CSP. Donc, et le CDES aussi. Voilà, le CDES, bien sûr, mais voilà, c'est effectivement, ils attendent quelque chose. C'est pas, ils font pas ça. Ils attendent beaucoup plus là que quand ils donnent une subvention à un club de quartier ou autre, bien sûr, bien sûr. Non, mais je vais abonder complètement à ce que tu viens de dire. Quand on nous demande de mesurer, notamment l'impact en termes de visibilité, on a énormément de mal, et surtout à le monétiser. Et donc la question, c'est, ce qui fait beaucoup de bien au club, c'est d'utiliser une étude qui avait été, enfin un article qui a été proposé par l'équipe, les villes qu'on connaît que par le sport. Et dans les villes européennes, il y avait Limoges qui avait été cité. Donc ils avaient dit, en Europe, la ville de Limoges est connue grâce au sport. Et là, évidemment, on ne peut que penser qu'une mairie ou qu'une agglo, j'en sais rien, une collectivité a envie d'accompagner son club pour acquérir une forme de notoriété. Mais arriver à mesurer l'impact, c'est extrêmement compliqué. Mais votre question est extrêmement intéressante à l'heure de l'évaluation des politiques publiques. De toute façon, donc ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles les subventions baissent en pourcentage. C'est-à-dire que ça n'existe quasiment plus les maires complètement fous qui accompagnent des clubs jusqu'à la mise en difficulté de la mairie. Et ça existait à l'époque, notamment dans la construction de stades, et j'en dirai pas plus.
n'y a pas d'autres questions? Est-ce que ceux qui ne connaissaient pas Sorare ont compris ce que c'était? Il faut expliquer. Ah oui. On peut NFT alors. Oui, on paye. Alors pas en Bitcoin, mais sur Sorare, ils utilisent la technologie Ethereum, qui est la deuxième crypto-monnaie en termes de capitalisation, donc en termes de volume multiplié par le montant d'une unité. Donc un NFT. Alors, pour essayer de faire simple, c'est un actif qui va être adossé à un droit de propriété. Mais sauf que ce droit de propriété, plutôt que d'être écrit sur un contrat vérifié par un notaire ou simplement passé de gré à gré, ben là, en fait, il est validé par la blockchain. On en vient à la question suivante, j'imagine. Qu'est-ce que c'est la blockchain? Pour faire simple, la blockchain, c'est des individus, en tout cas leurs ordinateurs, qui vont valider les transactions par des processus cryptés. Alors, ne me demandez pas, je ne suis pas cryptologue, mais grosso modo, l'idée c'est qu'il n'y a pas une personne qui va le valider, mais c'est la multitude qui va permettre de valider cette transaction-là. Et donc, à partir de là, on peut déterminer que cet objet-là, qui va avoir un nom de code à rallonge, appartient à ce portefeuille-là, qui va lui aussi avoir un nom de code à rallonge. Alors, vas-y, mais quel est le rapport avec les cartes de foot? Sauf que du coup, ces NFT-là, ils prennent souvent la forme d'images. On en parle aussi beaucoup dans le monde de l'art. Et donc, en fait, ils vont donner le droit de propriété sur cet objet-là. En fait, les NFT, c'est le droit de propriété appliqué à l'immatériel. Alors, on pourrait discuter longtemps de est-ce que c'est bénéfique ou pas, etc. Mais donc, ça donne un droit de propriété sur cette carte-là. Et évidemment, le droit de propriété, il a une valeur. Et c'est ça qui fait que ça marche. Voilà. Merci, c'était très clair. C'était peut-être très faux, mais au moins c'était clair. Il paraît qu'il faut clore. Alors il me revient la lourde tâche de clore cette dernière conférence grand public donc organisée par l'Université de Limoges. Donc je remercie évidemment Jean-François et Maxence pour leur très très jolie présentation, très interactive, était vraiment super. Je remercie la BFM, Diane à nouveau. Je vous remercie tous d'avoir participé et puis je crois que nous pouvons à nouveau remercier nos orateurs. Merci. Merci à tous.